Le workshop avec David, donc l'idée c'est de travailler sur l'analyse de l'image comme en fait première phase avant sélection, développement, etc. Et puis surtout pour essayer vous d'avoir un retour sur votre travail et donc de pouvoir corriger le tir pour les prochaines photos, de vous améliorer dans le temps. Parce que comme dans toute activité en photo, en fait il faut qu'on ait un retour sur son travail. Et le problème c'est de trouver un retour de qualité. Donc l'idée du workshop c'est de vous donner des bases pour que vous puissiez faire cette analyse vous-même en fait. Je tiens tout de suite à dire que elle n'est pas fondée sur des trucs personnels ou des choses comme ça, mais elle est basée, on va voir ça un petit peu après, sur théorie de la Gestalt, des découvertes dans les neurosciences récentes, et notamment les histoires récentes ou pas d'ailleurs, dans les histoires de traçage oculaire. Les écrits photos, on trouve encore des affirmations, comme on lit une image de gauche à droite, qui sont des trucs, je sais que c'est pas vrai déjà depuis plus de 70 ans. On va distinguer plusieurs étapes dans l'analyse d'image et on va commencer par la lecture de l'image. Alors la lecture de l'image, il y a deux étapes. La première, c'est la lecture qu'on appelle globale. Cette étape-là, on sait que en fait, elle est à peu près commune à tous les êtres humains. Et donc dans cette étape, la lecture globale, ça va très très vite, hein. Ça peut être 2 ou 3 secondes sur votre image. Si votre image n'a pas d'impact visuel, si elle a rien de spécialement attirant, les gens zappent très très vite. Si on arrive à retenir le spectateur assez longtemps, il y a une deuxième lecture qui va se mettre en route, qu'on appelle la lecture détaillée ou analytique. Et cette lecture-là, elle va être beaucoup plus personnelle. La lecture de l'image globale, ce qui nous intéresse avant toute autre chose, c'est la recherche d'autres êtres humains, second ces êtres vivants. Alors ça, on le sait, ça a été étudié par la Gestalt, etc. C'est vraiment le truc des êtres humains. Ensuite, on est attiré par les hautes lumières, le texte imprimé, les couleurs pures, un certain nombre de choses. Alors tous ces éléments, en fait, on va s'en servir pour essayer de définir une sorte de hiérarchie des éléments visuels qui va nous permettre d'essayer de voir, prendre le sens de lecture de l'image et comment elle fonctionne. Ensuite, cette silhouette-là, en numéro 2, les hautes lumières, le texte imprimé, alors quant à dire dans quel ordre exactement entre les hautes lumières et le texte imprimé, voilà. Alors c'est pas une hiérarchie absolue, les êtres humains, c'est toujours ce qui nous attire le plus. Si le seul être humain qu'il y avait dans cette photo, c'était le petit conducteur de rickshaw sur la gauche, comme il est trop excentré et trop petit, c'est pas ce qui nous attirerait en premier. Dans la lecture détaillée, par contre, on essaye de comprendre ce qui se passe dans une image. Là, par exemple, dans cette photo, on va analyser l'habillement des jeunes gens. On voit qu'ils sont plutôt bien habillés, le petit garçon a une cravate, on comprend que c'est un écolier, il y a des sacs qui sont à ses pieds. Et on voit que le conducteur de rickshaw, lui, c'est un rickshaw à bras, c'est quelque chose qui se fait plus beaucoup, mais qui se fait encore à Calcutta, en Inde. Le cerveau adore les indices visuels, il va les chercher. Alors ça, on sait qu'on fonctionne comme ça. Alors c'est aussi une chose qui a été mise en évidence dans les études de traçage oculaire faites par Yann Arbuck, c'est-à-dire que le regard qu'on portait sur une image était différent. Pendant la phase de lecture globale, il était commun à peu près à tout le monde. Et pendant une phase de lecture détaillée, si on demandait par exemple aux personnes, alors je vous montrerai des photos de ça dans le workshop, si on montrait à des gens on leur disait, tiens, essayez de vous faire une idée des conditions matérielles de la famille. Là, je pourrais vous demander, essayez de deviner où c'est, dans quelle ville c'est. Alors, vous allez chercher des indices visuels, vous allez regarder les textes, vous allez essayer d'avoir... et ça va influer sur votre sens de votre regard. En fait, on a une connaissance de ces choses-là par ce qu'on appelle l'école de la Gestalt, quelque chose qui date des années 1920 et qui s'est intéressé non pas à la manière dont on voyait, mais à la manière dont on percevait la réalité. Une des choses très importantes dans la Gestalt, c'est l'image à gauche, là, le G on voit derrière les barres. Tout le monde voit un G derrière les barres. Ça, c'est la capacité qu'a l'être humain à identifier quelque chose derrière, à faire en fait la différence entre le sujet et le fond. Vous voyez tout de suite l'application pour nous, les photographes, c'est l'histoire d'un sujet sur un fond flou ou pas un fond flou. Alors, on a d'autres lois dont on parlera un petit peu plus longtemps dans le workshop, nous permet de voir les choses comme un tout, même si elles sont fragmentées. Par exemple, le G, il est fragmenté derrière ces barreaux, mais on continue de le voir comme un ensemble. L'être humain voit les choses comme un tout. Et c'est comme ça qu'il va regarder votre photo d'abord, qu'on va regarder les images d'abord. On peut, par exemple, couper. Alors, c'est un vieux débat chez les photographes. Est-ce qu'on peut ou pas couper une image? Alors déjà, je tiens à vous dire de toute façon qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a plusieurs photographes qui disaient il n'y a pas de règles en photographie, il y a des bonnes photos ou pas. Il y en a quand même quelques-unes, des règles de composition, bien sûr, mais l'idée de couper, en fait, il n'y a aucun problème, et c'est ce que nous apprend la Gestalt, entre autres, parce que le cerveau va recomposer, en fait, la partie qui manque. C'est une technique qui est très utilisée au cinéma, qu'on appelle le hors-champ, parce que si vous montrez qu'un bout de bras sur votre photo, dans un coin de votre photo, ben, l'esprit agrandit, en fait, le cadre de votre image. Si on prend le cadrage original, j'ai presque mon cheval en entier, il aurait été coupé quand même, de toute façon, un petit peu, mais j'ai beaucoup plus de ciel,
mécaniquement parlant. Et si j'avais voulu avoir la queue du cheval, la patte, un petit peu d'espace derrière, ben, j'ai de plus en plus de ciel. Alors, je dis pas que j'ai raison, hein, bien sûr, hein. Moi, je préfère le cadrage précédent. Et vous avez tout à fait le droit de de préférer celui-ci. C'est aucun problème. C'était apprise en partie par un monsieur qui s'appelait Alfred Yerbus, qui est un savant russe, et qui a le premier mis au point ce qu'on appelle le traçage oculaire. Alors ça consistait en une série de caméras qui étaient placées devant les yeux de la personne, face aux yeux de la personne. On leur demandait de regarder des images d'autres êtres humains, etc., différentes choses. Je vous montrerai pendant le workshop une expérience qui a été réalisée sur le regard que portaient les gens sur un tableau. C'est une micro-saccade de l'œil. Ce qu'on appelle les micro-saccades de l'œil, c'est des mouvements de vos yeux qui sont involontaires et inconscients. Vous en faites en permanence et continuellement, mais vous le sentez pas. Et donc, en fait, vos yeux vont détailler, là, vous voyez, dans le portrait, ils vont s'intéresser plus particulièrement à 3 endroits, et c'est les endroits qui sont le plus noirs. Ce sont les 2 yeux, vous voyez, et la bouche. Et ils vont s'intéresser à cette partie-là aussi. Alors ça, le traçage oculaire, ça a totalement changé la façon de penser l'analyse d'image, parce que maintenant, on sait que dans une image, ce qu'on regarde en premier, par exemple, c'est un être humain, et chez un être humain, ce sont les yeux. Dans cette image, c'est assez simple, le patron de la photo, c'est le jeune garçon. Si on analyse un peu l'image, on voit 2 êtres humains. Et donc, vous voyez qu'ici, on dit souvent qu'on commence la lecture de l'image par la gauche, alors pas du tout, hein, on y reviendra pendant le workshop, mais là, vous commencez la lecture de l'image par la droite, hein, vous n'avez pas trop le choix. Parce que ce bébé, ce petit enfant vous regarde droit dans les yeux, donc c'est quelque chose qui verrouille énormément l'image, le sens de lecture, que j'appelle un faiseur de roi. Parce que là, on a 2 êtres humains qui sont à peu près aussi gros l'un que l'autre. Pourquoi est-ce que le sujet, c'est pas la mère? Pourquoi le patron de l'image, c'est pas la mère à gauche? Bah, tout simplement parce qu'elle est floue. Et dans les faiseurs de roi, la netteté, c'est un élément clé. C'est-à-dire que l'œil humain, lui, il va se fixer en priorité sur ce qui est net dans une image. C'est une technique de composition d'ailleurs qui est très intéressante. Par exemple, on peut cacher un élément net dans une image où il y a beaucoup de zones de flou. On sait qu'à un moment, l'œil va aller dessus. C'est une technique qu'on appelle la temporisation ou l'effet de retardement. L'œil va aller dessus parce que il est attiré par ce qui est net, parce qu'on fonctionne comme ça. Quand vous êtes dans une salle et que vous cherchez un copain, tout d'un coup vous entendez une voix derrière vous, vous vous retournez, bah, vous faites la mise au point sur sur le visage de votre copain. Et donc, les parties qui sont nettes dans une image vont primer sur celles qui sont floues. Et ici, le sujet, c'est un jeune enfant regardé par sa maman. Si j'avais voulu faire la maman qui regarde son enfant, je pouvais faire la maman nette, le petit enfant flou. Et si je voulais faire les deux, en me déplaçant un peu pour me mettre sur un autre plan pour que les deux soient un petit peu sur le même plan, la même ligne, j'aurais pu faire la femme et le bébé, ça aurait été un sujet, les 2 personnes auraient été le sujet de la photo et le patron de la photo. Vous voyez ici, on a une image de 2 femmes qui sont dans une grande pagode de Birmanie très connue et elles sont devant quelques représentations de Bouddha, 3 représentations de Bouddha, et elles lisent des psaumes, etc. Très bien. Alors, je trouvais la scène intéressante, mais ça, c'est ce qu'on appelle une photo de voyage, d'illustration, assez typique, bien, propre. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la photo, moi, c'est ces 2 Bouddhas, là, vous voyez, qui sont de même hauteur, et c'est les 2 femmes, deux, comme ça, le bouquin orange qui rapprend un petit peu les couleurs de la toge du Bouddha et de l'étoffe qui est là. Et dans ce schéma que je me fais, dans cette idée que je me fais, ce que pourrait être la photo, en fait, ben, le Bouddha derrière, ma foi, il a moins sa place. Je vais lui couper les yeux, de nouveau, hein, et regardez, voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les 2 versions de la photo. Je dis pas encore une fois que celle de gauche est meilleure que celle de droite. Vous avez le droit de préférer celle de gauche. Mais celle de droite, c'est ma photo, elle me plaît beaucoup plus, moi, parce que le rapport entre les 2 Bouddhas et les 2 femmes est beaucoup plus fort. Cette image, vous voyez, on est dans alors ça, c'est une époque où je faisais de la prod photo, et là, le sujet, c'était un sujet sur Munich. Et dans les prod photos, faut aller très très vite. On vous demande moins d'être excellent que d'être rapide. Donc, je fais un cadrage très basique, mais qui fonctionne, hein. Il y a de la profondeur, voilà. Mais en fait, c'est un peu l'appareil photo qui fait tout. C'est-à-dire, j'ai mes lignes de fuite, là, comme ça, bon. Et puis, la répétition des différents éléments, des différentes arcades qui vont m'emmener au fond. Le problème de cette image, si je l'analyse
l'analyse un peu plus sérieusement, c'est que une fois que je suis au fond, j'y reste. Et c'est un peu gênant parce que bah, le fond, il n'est pas si intéressant que ça. Or, au plafond, vous voyez, il y avait des personnages, des humains. Et là, j'ai eu l'idée de faire ce cadrage-là, vertical. Donc on est, je change même pas d'endroit, hein, je cadre en vertical. Et là, vous voyez, dans cette photo, elle fonctionne beaucoup mieux parce que là, on a une figure humaine avec un manteau rouge qui est placé dans un cercle. On verra pendant le workshop, en fonction des photos que vous nous présenterez, que le cercle, c'est une forme englobante qui attire énormément l'œil. Et il attire, là, du coup, il attire plus l'œil que ce cercle-là. Sauf que la lecture d'une photo verticale, comme on voit de façon horizontale, l'œil humain ne lit pas une image verticale de la même façon qu'une image horizontale. Et sauf s'il y a vraiment un très gros patron en haut, l'œil va lire une image verticale plutôt de bas en haut. Donc ici, dans cette image, on va d'abord au fond, mais ensuite on est ramené sur le haut de l'image par la figure humaine, la toge rouge et le cercle, forme englobante, etc. Et donc là, dans cette photo, je vais au fond, mais j'en reviens. C'est mieux parce que on navigue dans l'image, il se passe plus de choses, c'est beaucoup plus riche en fait. On va regarder les deux. Les deux images fonctionnent. L'image de gauche, j'ai pas apporté de plus-value. J'ai fait mon travail de photographe, mais ce qui fait que la photo est éventuellement intéressante, bah, c'est l'architecte, c'est les peintres, c'est le site lui-même. Dans la photo de droite, le photographe a ajouté une plus-value, ce qui est un peu l'idée de la photo, parce que si on est sur un sujet moche, la plus-value, il va falloir en ajouter beaucoup.